On va démarrer la table ronde dédiée à la télésurveillance médicale et aux thérapies numériques en renfort de la rééducation et de l'accompagnement thérapeutique. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde donc, dédiée à l'apport du numérique dans les parcours de rééducation et d'accompagnement thérapeutique. La télésurveillance et la thérapie numérique transforment la rééducation et l'accompagnement du patient. Comme vous avez pu le voir en conférence inaugurale, on est dans un système de santé qui est sous tension, où l'accès aux soins et la continuité des prises en charge est un défi quotidien. Et donc, on va voir là ensemble comment la technologie en santé peut répondre à ces défis. Moi, je suis Marion Cassio, je suis directrice de l'accès au marché chez Implicity, société de télésurveillance médicale en cardiologie. Et avec moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Élodie Bernard, responsable des relations extérieures chez Poppins, société développant et commercialisant des thérapies numériques pour éduquer les patients qui souffrent de troubles de l'apprentissage et du langage, comme la dyslexie. J'ai avec moi également Boris Lévesque, cofondateur d'AxoMove. Bonjour. Entreprise spécialisée dans les solutions numériques de rééducation et de prévention des pathologies de santé physique, ayant obtenu d'ailleurs un remboursement anticipé pour la télésurveillance des patients souffrant de lombalgie. Et avec moi également, Dr Moussa Sidibé, enchanté, cardiologue spécialiste de la réadaptation cardiaque à l'hôpital Corentin-Selton de la PHP. Moussa, tu participes activement au programme WorldCop, qui est une expérimentation de l'article 51 sur la téléréadaptation cardiaque. Alors ensemble, à nous quatre, on va essayer de détailler les apports des technologies en santé, en termes d'intensification, de renforcement et en termes de complétude des soins. On va également témoigner ensemble des défis de l'adoption du numérique en santé en France. Et enfin, on va se pencher sur les enjeux d'évaluation de ces technologies dans les différents domaines qui vous concernent, que ce soit la cardiologie, l'orthophonie ou bien la santé physique. Alors, en ce qui concerne le tour d'horizon des apports de la télésurveillance et des thérapies numériques dans ces différents domaines, je vais commencer par la cardiologie. Alors en cardiologie, en ce qui concerne la société Implicity, on a été très actif en télésurveillance médicale et on voit que la télésurveillance médicale est devenue un standard de soins. C'est en cardiologie qu'on constate le plus de patients télésurveillés aujourd'hui en France, avec donc, le plus d'adoption de cette pratique. Pour les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables, ils sont plus de 100 000 aujourd'hui à être télésurveillés. Pour les patients insuffisants cardiaques, ils sont plus de 20 000 télésurveillés. Et d'autres pathologies emboîtent le pas, comme l'oncologie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire ou le diabète. On a différents bénéfices qui sont associés à la télésurveillance, des bénéfices en termes d'impact organisationnel. Ça peut aller jusqu'à la baisse de la mortalité. On passe par la qualité de l'augmentation de la qualité de vie ou la réduction des hospitalisations. Et je me tourne vers toi, Moussa. Alors, l'apport du numérique en santé dans la cardiologie ne se limite pas à la télésurveillance médicale. En ce qui concerne la réadaptation cardiaque, qu'en est-il ? Bonjour à tous, je vous remercie pour votre invitation. Et effectivement, la télésurveillance, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant par les cardiologues. Initialement, c'était les rythmologues d'abord, qui le faisaient, surtout les patients qui ont tout ce qui est défibrillateur, tout ce qui est pacemaker. Donc, on a tendance à les surveiller à distance pour voir s'il y a des événements, que les événements sont envoyés, les alarmes sont envoyées. Ça permet à ce qu'un seul personnel, un seul agent peut surveiller plusieurs centaines de personnes parce que les événements ne sont pas... voilà, ça permet sur le plan efficience de faire quelque chose. Mais la question est précise sur la téléréadaptation cardiaque parce qu'avec cette expérience, nous avons compris qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire agir
en même temps où on surveille, du coup, on fait de la téléréadaptation cardiaque. Ce projet, il est né du fait d'un constat. Le constat, il est clair, c'est-à-dire les patients qui doivent, après un événement cardiaque, déjà un événement cardiaque, quelqu'un qui fait un infarctus, c'est quelque chose déjà sur le plan personnel qui peut avoir de l'impact. Et sur le plan santé de la population, ça peut avoir de l'impact parce que c'est la principale pathologie, c'est la principale cause d'insuffisance cardiaque en France. Et en France, les cardiopathies, les problèmes cardiaques constituent la deuxième cause de mortalité. Donc ça fait que c'est quelque chose de très très important pour nous. Et quand on prend les chiffres sanitaires, c'est qu'il y a à peu près actuellement en France 22% des gens qui bénéficient de la réadaptation cardiaque après un événement cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de 70% de patients qu'on devrait prendre en charge dont on n'arrive pas, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir avec moi que c'est plus difficile d'avoir des rendez-vous. C'est déjà, les centres de réadaptation ne sont pas nombreux et l'accès aux soins, c'est quelque chose de difficile. Donc ce projet, il est né comme ça avec Fabien qui gère ce projet. Il a eu cette idée et on a commencé les discussions en 2019. Et là, ça a été passé comme article 51. Et nous avons commencé et actuellement, nous sommes très contents parce que c'est une expérimentation, mais on arrive à vraiment faire de la téléréadaptation. Ça va consister à quoi? C'est-à-dire, après un événement cardiaque, la personne est vue en centre, mais normalement, le séjour de réadaptation cardiaque, ça dure 3 semaines. Au lieu que 3 à 4 semaines, voire 5 semaines, au lieu que le patient soit en centre pour 4 semaines ou 5 semaines, nous allons le prendre en centre pour 3 jours. C'est-à-dire, le premier jour, on fait le bilan pour être sûr qu'on peut le laisser rentrer à la maison pour qu'on fasse la téléréadaptation. Le deuxième jour, il le fait face à nous parce que ça trouve qu'on lui a formé. Ça permet de voir est-ce que les outils qu'il utilise, notamment les outils numériques, à travers les applications et tout, est-ce que tout va bien? Est-ce que sur le plan sanitaire, on ne lui fait pas prendre de risque en le laissant surveiller à distance, vu qu'il vient de faire un événement? Et le deuxième jour, il fait la même chose et après, le patient il est chez lui. Il y a plusieurs avantages parce qu'au début, nous en tant que soignants, nous n'avons pas forcément la même vision que les professionnels du numérique parce que nous, on voit un peu en termes de sécurité, en termes d'efficacité. Est-ce que je ne fais pas prendre des risques supplémentaires aux patients? Mais vu qu'il vient de faire un infarctus ou un autre événement, mais nous avons très vite compris que non, il peut le faire étant chez lui et ça se passe très bien. Et les patients, ils ont beaucoup de possibilités. Première possibilité, ce n'est plus nous qui allons lui dire il faut faire l'activité physique à telle heure ou à telle heure. Lui, il va s'organiser dans la journée. Il y en a qui préfèrent le matin, il y en a qui préfèrent le soir. Et ça augmente l'adhérence au traitement. Parce que si on donne le choix à un malade de choisir quand est-ce qu'il va faire son activité physique, déjà, il le fait mieux que si on lui dit non, en centre, c'est à 10 heures, donc il faut être là à 10 heures. Et il y en a qui souhaitent continuer à travailler aussi. Donc, ça leur donne la possibilité de, en même temps, faire leurs soins et en même temps, continuer le travail. Donc, ça, c'est vraiment, nous, on a vu que c'était des atouts majeurs. Et ce qui est bien, on sait qu'à la fin, on les voit à la fin, et on fait un autre bilan, et les patients nous disent, mais si ce n'était pas cette solution, moi, je ne serais pas venu de toutes les façons. Parce qu'il y en a qui gardent les enfants, il y en a ils ont d'autres obligations qui font qu'ils ne viennent pas aux soins. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il n'y a que 22% qui viennent. Il y a manque de place. 2, la compliance est très difficile. Et la solution de téléréadaptation cardiaque, ça donne une vraie possibilité aux soignants, aux cardiologues particulièrement que nous sommes, pour pouvoir, demain, nous l'espérons, parce que nous sommes en cours d'évaluation, proposer ça à tous les patients qui ne pourront pas venir en centre et qui vont bénéficier quand même des soins. Ça, c'est quelque chose de très important. Ça permet clairement d'augmenter l'accès aux soins des patients grâce à la téléréadaptation. Exactement. Et surtout, ça vient en complément, parce qu'au début,
il y a certains responsables de centres qui étaient réticents parce qu'ils se disaient, ben, vous allez créer ça, mais les centres qui sont là, finalement, par rapport au travail, comment ça va s'organiser. Nous avons vu que non, ce n'est pas le même profil. En fait, il y en a qui ont besoin d'être en centre, eux, ils vont être en centre, mais il y en a qui ont besoin qui peuvent être suivis à distance. Et si ce n'est pas le suivi à distance, ils ne vont pas avoir accès aux soins. Donc nous, on est très contents parce que ça fait 3 ans que nous incluons les patients et 0 événement. C'est-à-dire la première année, on s'est dit, ben, c'est quelque chose de nouveau. On va voir ce que ça donne en termes de sécurité, mais les patients sont en sécurité. Et plus de 80% de nos patients sont satisfaits de la solution que nous proposons. Et c'est quelque chose qui est en train de changer, nous, notre vision en tant que soignants, et aussi nous permettre de proposer des alternatives aux patients. On va revenir un peu plus tard sur les enjeux d'adoption et d'évaluation. Je me tourne vers toi, Élodie. Alors chez Poppins, vous mettez à disposition un jeu numérique qui est un dispositif médical qui permet de compléter, de renforcer la rééducation orthophonique pour les patients souffrant de dyslexie, donc des enfants entre 7 et 11 ans. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que fait Poppins et quels sont les bénéfices de Poppins en matière d'efficience des soins ? Oui, effectivement. Bonjour Marion, bonjour à tous. Chez Poppins, on s'intéresse aux troubles 10. Ce qu'on appelle les troubles 10 sont des troubles du neurodéveloppement qui concernent 6 à 8% de la population, donc ça concerne quand même pas mal de monde. Au sein des troubles 10, on retrouve la dyslexie, qui est le trouble le plus connu, qui est le trouble de la lecture, mais il y a également d'autres troubles, la dyscalculie, la dysorthographie, la dysphasie, qui est le trouble du langage oral, la dyspraxie, qui est le trouble de la coordination, et on parle aussi du TDAH, le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors maintenant que j'ai défini un petit peu ces différents troubles, je vais vous parler un petit peu de leur prise en charge et de ce que ça représente chez les familles. La prise en charge de la dyslexie, officiellement, d'après le Collège français d'orthophonie, une prise en charge idéale, ce serait 2 séances d'orthophonie par semaine et 3 à 5 entraînements à la maison par semaine. Ça veut dire qu'il faut faire aussi des exercices à la maison. Ça, c'est la prise en charge idéale, celle qui est recommandée. Dans la réalité, d'une part, on manque beaucoup d'orthophonistes en France. Il y a un peu moins de 25 000 orthophonistes en France pour à peu près 1,3 million d'enfants dyslexiques. Et les orthophonistes ne s'occupent pas que des enfants dyslexiques. Donc la conséquence, c'est des délais d'attente extrêmement longs pour avoir accès à un bilan et ensuite à une prise en charge. Quand je dis extrêmement long, c'est 1 an, 2 ans d'attente quand c'est pas plus. Pendant ce temps-là, les enfants n'ont pas de prise en charge. Ils ont toujours leurs difficultés de lecture. Ils vont à l'école. Sauf que c'est très compliqué parce que ce sont des troubles qui sont mal connus par les professionnels de l'éducation, malheureusement, même si on parle de troubles spécifiques des apprentissages. Les enseignants ne sont pas formés à la compréhension de ces troubles et à leur accompagnement. Donc ce sont des enfants qui ont énormément de difficultés à rentrer dans les apprentissages, qui sont souvent moqués à l'école parce qu'on pense qu'ils sont bêtes ou qu'ils ne veulent pas s'y mettre, etc., qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc, on peut avoir, pour une absence ou un délai de prise en charge, des conséquences psychologiques qui vont aussi s'ajouter à ces troubles, c'est-à-dire des enfants qui vont développer des phobies scolaires, de l'anxiété, des enfants qui sont moqués, voire harcelés à l'école et qui ont une estime d'eux-mêmes extrêmement faible. Donc, dans ce panorama, ce que l'on propose chez Poppins, c'est donc comme tu l'as dit, un dispositif médical qui prend la forme d'une application qu'on peut télécharger sur tablette ou smartphone, sur les stores. Et cette application est en fait un jeu vidéo. Pourquoi un jeu vidéo ? Parce qu'on s'adresse à des enfants. L'objectif, c'est qu'ils aient envie de l'utiliser. L'objectif, c'est aussi qu'ils s'amusent. Et dans ce jeu vidéo, il y a du thérapeutique. L'objectif de ce jeu vidéo est d'être utilisé en attente ou en complément de la prise en charge orthophonique à la maison. Donc en fait, on va vraiment se positionner sur les 3 à 5 séances d'entraînement par semaine à la maison. Et on va décharger les parents de ces entraînements puisqu'ils n'ont pas besoin de faire les exercices d'orthophonie à leur enfant. L'enfant va jouer en toute autonomie avec cet outil qui est ludique, qui va aussi travailler l'estime de lui. On va essayer de le positionner dans une situation de réussite et de succès avec ces jeux. Et à l'intérieur de cette application, il y a 2 types de jeux. Il y a des mini-jeux de langage
dans lesquels l'enfant va travailler sur la décomposition des sons dans les mots. On va vraiment le faire travailler sur les syllabes, les consonances, les phonèmes, etc. Et des jeux de musique, puisqu'on se base sur des études scientifiques qui ont démontré le lien entre la musique en général, le rythme en particulier, et les apprentissages. Donc avec ces jeux de musique, l'enfant va être vraiment en interaction avec la tablette, il va faire des petits jeux de reproduction de séquences rythmiques qui vont lui permettre de travailler les sous-jacents de la lecture et d'aller solliciter les zones du cerveau qui sont communes à la musique et à l'apprentissage de la lecture pour aller traiter à la source vraiment ces difficultés. Donc évidemment, c'est un outil complémentaire, ça ne résout pas le problème de la pénurie d'orthophonistes, mais l'objectif est vraiment de limiter les délais de prise en charge qui donnent lieu à des difficultés encore plus grandes quand les enfants ne sont pas accompagnés assez rapidement à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est cette notion de densité thérapeutique en fait, auquel vous répondez en complétant la rééducation orthophonique en présentiel et ce qui est recommandé par le Collège des orthophonistes. Ça, c'est une notion aussi qui te parle, Boris, l'intensité thérapeutique. C'est un enjeu aussi pour traiter les patients qui sont atteints de troubles musculo-squelettiques. Alors, ce qui est intéressant aussi chez AxoMove, c'est que vous mixez différentes approches. Il y a un peu de télésurveillance médicale, il y a de la thérapie numérique pour rendre le patient plus autonome. Comment, justement, vous jonglez autour de ces différents services et de ces différentes approches et comment ça répond à cette logique d'efficience des soins? Déjà, merci Marion pour l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Boris Lévesque, je suis le cofondateur et directeur général d'AxoMove. On est une start-up du numérique en santé. On édite une solution de télémédecine en rééducation, assez proche finalement de ce que le docteur Sidibé vous a décrit tout à l'heure. Mais on s'adresse à une autre problématique que sont les soins de rééducation physique. Aujourd'hui, on fait face à la première cause de handicap chez les plus de 40 ans. On s'adresse à une problématique qui sont assez diverses. On va s'attaquer aussi bien aux problématiques de rhumatisme musculo-squelettique comme la lombalgie, les problématiques d'arthrose, de tendinopathie, toutes les pathologies liées aussi au champ neurologique. Là, je parle par là des suites d'AVC, de la maladie de Parkinson, des patients atteints de sclérose en plaques. Tout le champ également de la réadaptation oncologique et de la réadaptation nutritionnelle, notamment avec le patient obèse. Le dénominateur commun avec ces pathologies, c'est qu'on a besoin d'observer, de faire des exercices de rééducation, de pratiquer de l'activité physique adaptée pour aller mieux. C'est d'ailleurs la thérapeutique principale qui a fourni le plus de preuves dans la prise en charge de ces pathologies-là. Mais comme toute thérapeutique, l'important, c'est de prendre son médicament. Ici, le médicament, c'est le mouvement, c'est la rééducation physique. Et si le patient ne le fait pas, il pourra quand même difficilement guérir. Et donc, nous, notre enjeu, c'est de booster l'observance aux exercices, de booster l'activité physique des patients. Et donc, pour cela, on travaille de différentes manières. On va à la fois travailler avec les établissements de rééducation, les centres SMR, mais également les cabinets de kinésithérapie. On leur fournit notre solution de télémédecine qui va permettre de faire 3 grandes choses. La première, c'est de pouvoir prescrire des programmes d'exercice. Donc sur AxoMove, il va retrouver plus de 2000 exercices de rééducation qu'il peut ensuite packager sous forme de programme qu'il prescrit ensuite au patient. Et donc le patient reçoit une notification, un programme à réaliser en dehors des séances de kinésithérapie, entre des séances de rééducation en hôpital complet ou en hôpital de jour, par exemple en SMR. Donc ça, c'est vraiment la première grosse brique techno de la solution. La deuxième, c'est de pouvoir monitorer ce qui se passe en dehors des séances de rééducation présentielle. C'est-à-dire que grâce à la solution, on va pouvoir voir qu'est-ce que le patient a fait. Est-ce qu'il a fait ses exercices ou non? S'il a fait ses exercices, on aura ensuite un feedback sur la difficulté, sur la douleur à la réalisation de ces exercices. Et derrière, on a d'autres indicateurs de qualité de vie qu'on récolte directement sur l'application et qui va permettre au rééducateur de pouvoir soit motiver le patient, soit modifier son programme d'exercice, soit intervenir. Et donc finalement, on vient créer une espèce de centre de rééducation numérique qui vient se poser au domicile des patients. Dernier enjeu, c'est de pouvoir aussi proposer des parcours de télé-réadaptation, c'est-à-dire de pouvoir en live, pouvoir prendre en charge un ou plusieurs patients en même temps au travers de séances de soins synchrones cette fois-ci
en visio au travers de l'outil. Donc là, la réussite du dispositif, c'est vraiment de mixer à la fois prescription de programmes d'exercice, prescription de contenu d'éducation thérapeutique, donc augmentation de l'intensité thérapeutique, et aussi, et ça c'est central, on le verra après dans la partie évaluation, le professionnel de santé qui est là, qui prépare les exercices, qui monitore le patient, c'est un des gros déterminants d'ailleurs de l'amélioration de l'observance, et finalement d'accompagnement, il y a une espèce de contrat qui se crée entre le patient et le professionnel de santé, et ce contrat-là fait aussi en sorte d'augmenter l'observance des patients. Donc là, on intervient vraiment dans les soins de rééducation, au travers de cette solution numérique, mais on essaye aussi d'intervenir de plus en plus avant l'épisode de soins, puisqu'on travaille en direct avec les entreprises et avec les assureurs pour proposer soit du soin et surtout de la prévention. Et donc dans cette conformation-là, on ne déploie pas seulement une solution numérique, on a également en interne une équipe de kinésithérapeutes qui sont salariés d'AxoMove et qui prennent en charge le plus tôt possible des assurés ou des salariés d'entreprise pour éviter d'avoir affaire à des patients par la suite. Et on attaque une problématique particulière de santé au travail, que sont les troubles musculo-squelettiques, qui représentent aujourd'hui plus de 95% des maladies professionnelles et qui est la première cause d'absentéisme à égalité avec les RPS, les risques psychosociaux. Merci. Alors on le voit un peu en filigrane de vos différentes interventions, les enjeux d'adoption sont majeurs dans vos différents domaines. L'adoption des patients, mais aussi l'adoption des professionnels de santé à ces technologies du numérique. Dans la télésurveillance médicale, le programme ETAP a permis de faire décoller un peu ces pratiques et grâce à un remboursement dérogatoire. Et aujourd'hui, la télésurveillance médicale est remboursée en cardiaque, rénal, respiratoire, en oncologie et dans le diabète. Et aussi en partie en dérogatoire sur la partie santé physique. Moussa, du côté de la téléréadaptation cardiaque, qu'en est-il du statut d'adoption de cette pratique et du financement de cette pratique de soins? Bon, concernant l'adoption, actuellement, au début, on était 8 centres sur la France à proposer cette solution. Et depuis l'année dernière, nous sommes 20 centres. Il faut savoir que c'est en cours d'expérimentation. Au début, c'était toute pratique nouvelle, comme toute innovation. Au début, il y a toujours des réticences. Maintenant, avec les équipes, les gens ont mieux appréhendé et utilisent mieux cette solution de télésurveillance par rapport, que ce soit les kinés, que ce soit les cardiologues, que ce soit les infirmières, tout le monde a fait de cette solution une alternative comme un patient qui vient en centre classique. Par rapport à l'adoption, par rapport à toute la France, il faut savoir que nous sommes en cours d'expérimentation. Normalement, le ministère nous avait demandé d'inclure un certain nombre de patients sur 3 ans. Donc, nous sommes vers la fin. Nous sommes à plus de 1000 admissions. Et les évaluations ont commencé en début d'année. Ils vont continuer jusqu'à août-juillet par là. Et nous espérons que les décisions vont être prises pour que ça passe dans le droit commun. Comme ça, ça va donner la possibilité à tous les centres en France de pouvoir le déployer comme solution. Nous sommes à ce niveau par rapport au fait que ça soit adopté par toute la communauté de réadaptation cardiaque au niveau national. Par rapport au financement, actuellement, il faut savoir que c'est Ensuite, qui est une entreprise qui gère tout ce qui est financement avec l'article 51 qui a été financé par le ministère de la Santé dans l'objectif de faire cette expérimentation. Le premier objectif, c'était de voir la faisabilité, parce que c'est quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est faisable? Là, nous sommes sûrs que c'est faisable. D'ailleurs, on est passé de 8 centres à 20 centres. Donc, est-ce que c'est bénéfique pour les patients? Est-ce que c'est une vraie alternative? Est-ce qu'on ne fait pas prendre des risques supplémentaires aux patients?
Là, les évaluations sont en cours, actuellement à l'heure où je vous parle. Donc, nous pensons que ça va finir bientôt. En tout cas, les chiffres que nous avons sont assez satisfaisants, tant sur le plan des professionnels qui prennent en charge ces patients, même ceux qui étaient réticents au début, au final, finissent par voir un vrai apport, parce que les patients, qu'est-ce qu'ils nous disent à la fin? Ils nous disent, ben, si ce n'était pas ça, je n'allais pas venir. Bon. Alors qu'on sait que les réhospitalisations, parce que quand on est malade du cœur, malheureusement, on est malade du cœur pour le restant du temps. Pour la plupart des cas, ce sont des maladies chroniques. Donc, les réhospitalisations, ça représente un coût. On sait que quand on fait de la réadaptation cardiaque, c'est à peu près le même principe que pour Boris. L'avantage, c'est qu'on réduit de moitié les réhospitalisations. C'est-à-dire un malade qui vient en réadaptation cardiaque va être moins hospitalisé dans le suivi de sa maladie que celui qui ne vient pas. Et l'idéal, ce serait de proposer à tout le monde. Comme ça, on va diminuer les hospitalisations et derrière, on va diminuer les dépenses en santé aussi. Et ça, c'est très important. Moussa, je retiens que le financement et la pérennité du financement, c'est quand même assez clé pour faire en sorte que les professionnels de santé adoptent ces nouvelles pratiques. On le voit dans la télésurveillance médicale, hein, il y a eu quand même beaucoup de réticence au moment du programme ETAP, parce que certes, il y avait un remboursement dérogatoire, mais les professionnels de santé, pour s'organiser, devaient recruter de nouvelles personnes et en tout cas réorganiser le service pour mettre en place cette pratique. Aujourd'hui, avec le droit commun en télésurveillance, les centres n'ont plus peur de se réorganiser pour ça. En tout cas, ça décolle d'autant plus. Donc là, pour la téléréadaptation cardiaque, j'imagine que vous attendez avec impatience ce financement pérenne. C'est ça. Effectivement, on a tout l'espoir sur ce financement. Et quand on voit l'intérêt que va apporter ou qu'apporte déjà ce système, je serais étonné qu'il n'y ait pas le financement, mais après, ce n'est pas nous qui décidons. Mais ce qui est sûr et certain, l'apport est réel. Et l'expérimentation a prouvé que c'est bien faisable et que c'est bénéfique pour les patients. Et les décideurs, on attend vraiment impatiemment qu'il y ait le financement en fin d'année et ça permettra à vulgariser à tous les centres et par rapport à la mise en place, ça permettra de recruter du personnel pour spécifiquement ce volet, ou même si tout le monde le fait, mais d'étoffer nos équipes pour pouvoir prendre en charge beaucoup de patients. Merci. Il y a une problématique d'évaluation, une problématique de financement, vous en avez parlé. Et pour moi, il y a une autre problématique de change, de management du changement. C'est-à-dire qu'on a beau apporter des financements, on a beau apporter des preuves cliniques sur la baisse des hospitalisations, l'amélioration fonctionnelle du patient. Si on ne fait pas aussi l'accompagnement du changement auprès des professionnels de santé, en vérité, les patients, ils sont prêts. On l'a vu avec le docteur Sidibé, son témoignage. Par contre, le change, en tout cas, je le rapporte à ma propre expérience avec AxoMove, il doit aussi s'opérer auprès des professionnels de santé. Et ça doit commencer dès la formation universitaire des pros de santé. Si on ne le fait pas à ce moment-là, ça va être très compliqué de changer des pratiques. Quand nous, on a affaire à des kinésithérapeutes, qui est aujourd'hui centrale dans la prise en charge des patients, dans l'amélioration fonctionnelle des patients dans les soins de rééducation, on vient bouleverser ces pratiques. Et donc il y a à la fois le fait de déployer la solution, de former les pros de santé à l'utilisation de l'outil, mais aussi à bosser différemment, que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau organisationnel au sein du service. Et justement, Boris, dans ton domaine, est-ce que tu vois des différences d'adoption selon les professionnels de santé et selon leur intervention dans le parcours de soins ? Ouais, déjà entre pros de santé et patients, comme je le disais, les patients sont prêts en vérité. Il n'y a pas trop de soucis d'adoption, à part problématiques cognitives dans les pathologies neurologiques ou des problématiques tout simplement d'accès à la technologie. Il y a encore des patients qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas de tablette ou qui n'ont pas d'ordinateur. Bon, si on enlève ces populations-là, 95%, la grande majorité des patients sont adhérents. La problématique, elle est plutôt côté professionnel de santé. On a encore une fois deux catégories. On a les médecins d'un côté, les médecins qui sont plutôt enclins à prescrire ce genre de technologie,
parce qu'aujourd'hui, ils doivent gérer un nombre incalculable de patients en même temps. Et donc d'offrir des solutions qui améliorent l'autonomie des patients, finalement, les médecins sont preneurs. Après, on a les paramédicaux, et notamment les kinésithérapeutes dans les soins de rééducation, où là, on fait face à un peu une dichotomie 50-50 entre des kinésithérapeutes très méfiants vis-à-vis de la technologie qui bouleverse leur pratique. Il y a des kinésithérapeutes qui nous disent « Moi, je n'ai pas fait ce métier pour faire ça. Moi, j'ai fait ce métier pour toucher le patient. » Or, la partie thérapie manuelle, elle est famélique dans les soins qui sont apportés aux patients. Il y a beaucoup d'éducation thérapeutique, il y a beaucoup de prescriptions d'exercices. Et il y a une autre partie des kinés qui sont plutôt là, à l'inverse, plutôt assez enthousiastes et qui ont envie finalement d'apporter une plus-value aux patients. Parce que ce qui se passe, c'est qu'eux, ils voient le patient 1% de leur temps. Le temps patient, c'est 1% au centre de rééducation ou c'est dans le cabinet de kiné. Et donc 99% du temps, le patient, il le passe dans sa vie de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit au domicile. Et donc il faut absolument augmenter cette quantité de rééducation qui doit passer, selon nous, par non pas une solution numérique seule, mais toute une organisation qui va faire en sorte de booster l'observance des patients. Élodie, du côté des patients, des enfants dyslexiques, il y a aussi beaucoup de parties prenantes autour de la prise en charge de ces enfants-là. Comment ces différentes parties prenantes, que ce soit les patients, les orthophonistes, les écoles, les employeurs aussi des parents de ces patients, perçoivent Poppins ? Alors c'est vrai que pour les parents, pour commencer par les parents sont en général en recherche de solutions pour aider leurs enfants, quelles qu'elles soient. Parce que le parcours thérapeutique est compliqué, parce qu'on l'a dit, il y a des listes d'attente assez longues pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Et en attendant, ils voient leur enfant au quotidien qui a des difficultés à l'école, qui ne veut pas aller à l'école, qui a du mal à faire ses devoirs, donc ils cherchent des solutions. Il y a un grand nombre de solutions sur le marché, c'est difficile de s'y retrouver. Donc c'est vrai que le fait que ce soit un jeu, que Poppins soit un jeu, en général, ça plaît pas mal aux familles parce qu'ils se disent enfin quelque chose que mon enfant va vouloir faire avec plaisir et pour lequel je ne vais pas devoir batailler parce que souvent les devoirs sont source de conflits. Enfin, tout est très très compliqué dans la gestion quotidienne des parents. Donc c'est vrai que le fait que ce soit un jeu, ça permet de les décharger un petit peu de ça et de voir leur enfant qui soit enfin volontaire pour faire finalement ces exercices. Une partie des parents est un petit peu réticente ou réservée par rapport au fait que ce soit sur écran. Et parce qu'on peut comprendre le fait que les parents fassent attention au temps d'écran de leurs enfants. Pour évidemment faire attention à ce temps d'écran, l'utilisation de Poppins est limitée à 20 minutes par jour. Donc de toute façon, au bout de 20 minutes de séance, le jeu s'arrête. Ce ne sont pas aux parents de dire à l'enfant maintenant il faut arrêter. Ça s'arrête et on dit à l'enfant de revenir le lendemain puisque en fait l'intérêt est plus dans la répétition que dans la durée de la séance en elle-même. Donc ça, on essaie de rassurer un petit peu les parents sur ce point-là par rapport au temps d'écran. En ce qui concerne les orthophonistes, voient aussi, comme les familles, qu'il y a énormément de choses sur le marché. Je l'ai dit tout à l'heure, les troubles des apprentissages, les troubles 10 en général, 6 à 8% de la population. Forcément, c'est un marché. On trouve beaucoup de choses, plus ou moins sérieuses, plus ou moins utiles, plus ou moins prouvées, des choses peut-être un peu gadgets, des choses qui aident énormément les enfants dans leur quotidien, que ce soit à l'école ou pour les aider dans leurs devoirs. C'est un petit peu compliqué parfois de s'y retrouver et on peut comprendre qu'une partie des orthophonistes soit un petit peu réservée en attendant d'en savoir un petit peu plus. Donc on a besoin de les rassurer, notamment sur le fait que ce soit un outil déjà qui est un dispositif médical et qui est issu de la recherche clinique. Donc ça, c'est un argument qui est assez intéressant et qui en général est assez apprécié par les orthophonistes, le fait que ce soit issu de la recherche clinique, que l'objectif de Poppins ne soit absolument pas de remplacer les orthophonistes, évidemment, mais ça, encore faut-il le dire clairement. La rééducation orthophonique qui est reconnue, validée, remboursée, jusqu'à preuve du contraire, c'est la rééducation orthophonique. L'objectif de Poppins, c'est vraiment de venir en renfort pour procurer une prise en charge précoce quand l'orthophoniste n'a pas de place et pour apporter une densité thérapeutique plus importante entre deux séances. Et ça peut même être une réponse plus agréable à donner à un orthophoniste qui doit dire à une famille « Je suis désolé, je n'aurai pas de place avant 1 an, mais en attendant, peut-être que vous pourriez utiliser Poppins ». C'est quand même peut-être un peu plus satisfaisant pour un orthophoniste de pouvoir proposer cette solution en attendant.
En ce qui concerne les enseignants, je disais tout à l'heure, les enseignants sont très peu formés, enfin ne sont pas formés en fait à l'accompagnement de ces troubles. Ils sont souvent en demande. On essaye de mettre en place des actions de sensibilisation aussi auprès des enseignants. On travaille beaucoup avec la Fédération française des 10, avec la MAE aussi, qui rencontre les écoles très régulièrement. Et pour te donner un exemple, on a développé un outil qui est un petit dépliant de sensibilisation aux troubles de l'apprentissage de la lecture à destination des enseignants. Pourquoi est-ce qu'on a développé cet outil ? Au fur et à mesure de nos échanges avec les familles, on se rend compte que les familles sont souvent assez seules face à l'explication des troubles de leur enfant aux professionnels de l'éducation. À chaque rentrée scolaire, c'est un petit peu la loterie. Les parents ne savent pas sur qui ils vont tomber comme enseignants, s'ils vont tomber sur un enseignant qui connaît ses troubles, qui va comprendre les difficultés de leur enfant, qui va l'accompagner ou qui va ne pas vraiment comprendre et simplement se dire que cet enfant n'a pas envie de s'y mettre, etc. Donc, les parents, à chaque rentrée scolaire, vont prendre rendez-vous avec les enseignants, expliquer les troubles. On leur a fourni un petit dépliant de sensibilisation, justement, pour qu'ils viennent avec un outil qui puisse aider les enseignants déjà à comprendre que ce n'est pas forcément que l'enfant ne veut pas, mais qu'il a peut-être un trouble neurologique qui fait qu'il n'a pas les mêmes outils que les autres. Et aussi pour leur donner des conseils sur des petites choses qui peuvent être mises en place dans le cadre de la classe. Évidemment, on sait bien que les enseignants ne peuvent pas adapter toute leur pédagogie à chacun des enfants, mais parfois par des petites choses comme relire les consignes à l'oral pour ne pas uniquement les donner à l'écrit, donner les supports à l'écrit avec des polices de caractère un peu plus importantes. Par des petites choses, ils peuvent s'assurer de ne laisser aucun enfant sur le bord de la route avec ces troubles d'apprentissage. Donc on essaie de faire cette sensibilisation aux côtés des parents, auprès des enseignants. Et puis, dernière cible dont tu parlais, les employeurs des parents. Effectivement, on n'y pense pas forcément, mais quand on est parent d'enfants 10, on est un aidant familial. On parle souvent des aidants dans le cadre de l'aide aux seniors, mais quand on a un enfant qui doit avoir 10-15 heures de rééducation par semaine, qui doit être accompagné pour ses devoirs, qui doit aussi voir un psychologue parce qu'il a des problèmes d'estime de lui, etc., en fait, on est un aidant familial. Et ce n'est pas neutre pour l'employeur, forcément. Ce sont des personnes qui vont avoir déjà cette charge mentale en tête, qui vont avoir aussi la charge logistique d'accompagner l'enfant à ses séances, etc. Donc forcément, l'employeur ne peut pas se détourner de problématiques de ses collaborateurs. Et on travaille beaucoup avec soit les employeurs directement, soit avec les complémentaires santé des parents ou les complémentaires, les opérateurs de prévoyance des entreprises. En fait, pour nous, toutes les entrées sont bonnes pour essayer de faire en sorte d'accompagner les parents. Et donc, on a des complémentaires santé, des employeurs qui nous soutiennent et qui prennent en charge à 100% Poppins pour leurs collaborateurs ou pour leurs adhérents, au nom de la qualité de vie au travail, au nom de l'aide aux aidants. Enfin, il peut y avoir différents types d'équipes ou différentes approches, mais l'idée est toujours la même, c'est vraiment de se dire, quand on est parent d'enfants 10, on est un aidant familial. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de travailler. Dans un peu plus d'une famille sur deux, un parent aménage son temps de travail. C'est en général la maman. Ça veut dire qu'elle se met au 4/5e, au 3/5e, ou qu'elle arrête de travailler carrément pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qui met la famille aussi en difficulté financière. Donc c'est un cercle vicieux qui n'est absolument pas souhaitable et on fait tout pour pouvoir accompagner les familles, les soulager pour que les deux parents puissent continuer de travailler tout en accompagnant correctement leur enfant. C'est vraiment un soutien à tout un écosystème d'aidants autour du patient et de l'enfant dyslexique. Alors moi j'ai retenu un de tes propos sur l'importance de la preuve finalement et que tu amènes notamment face aux potentielles réticences des professionnels de santé. Ça me permet de faire la transition sur la dernière partie de notre table ronde sur les enjeux d'évaluation de ces technologies. Élodie, chez Poppins, vous avez très tôt adopté une approche basée sur la preuve. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que vous avez mis en place et sur ce qui est en cours en termes d'évaluation ? Poppins, à la base, c'est un projet de recherche. Notre premier objectif n'a pas été de dire on va développer un outil et on va le mettre sur le marché. À la base, c'est un projet de recherche. C'est même la réunion de plusieurs projets de recherche qui visent à utiliser des thérapies numériques pour les mettre dans un outil numérique pour justement favoriser l'autonomisation des enfants. On
on est passé par 6 années de recherche avant de véritablement mettre l'outil sur le marché. Parce que pour nous, c'était extrêmement important justement d'apporter des preuves d'efficacité avant de déployer un outil pour ne pas ajouter au brouhaha justement du marché dans lequel les familles ont du mal à s'y retrouver. Donc, on a mené un certain nombre d'études exploratoires et précliniques, notamment avec la Fédération française des 10, qui nous a accompagnés depuis le début. Et c'est assez amusant puisque finalement, le confinement a été un formidable démarrage de notre collaboration, malgré le fait que c'était un moment très difficile pour les familles, puisqu'on était en train de développer la première version de l'application, quand la Fédération française des 10 nous a contactés en disant « Écoutez, les familles sont confinées, c'est compliqué pour toutes les familles ». Pour les familles d'enfants qui ont en plus des difficultés scolaires, qui font l'école à la maison, etc., ça ajoute effectivement de la difficulté. Est-ce que vous pourriez mettre à disposition des familles votre outil ? Alors cet outil, évidemment, était dans une toute première version bêta. Donc ça a été un petit peu un partenariat donnant-donnant. On a mis à disposition des familles cet outil pour qu'elles nous fassent des retours d'amélioration et en même temps qu'elles aient un outil pour pouvoir soulager un petit peu leurs enfants. On pensait avoir environ une 50aine de familles testeuses. On en a eu 6000. Donc ça a été un petit peu chaud pour l'équipe à ce moment-là, qui n'était pas encore très nombreuse, mais ça a été en même temps extrêmement précieux, parce que c'est vraiment là qu'on a démarré une véritable démarche de co-construction avec les familles, finalement de recherche participative avant l'heure, parce qu'on est vraiment rentré dans le quotidien des familles, on a écouté leurs besoins, on a écouté leurs propositions d'amélioration, et la semaine d'après, la version du jeu était déjà modifiée. Donc on a vraiment démarré cette démarche dès le début. On a ensuite mené de 2021-2023 une étude clinique contrôlée, randomisée, en double aveugle, contre placebo. On a fait un placebo de jeu vidéo pour véritablement avoir en fait, c'était très important pour nous de se conformer aux standards les plus hauts en matière de recherche. Vraiment, on a voulu évaluer l'efficacité de nos jeux musicaux comme on évaluerait l'efficacité d'un médicament ou d'un vaccin. Et donc, on a une partie des enfants qui a joué aux jeux musicaux de Poppins et une autre partie qui a joué aux mêmes jeux vidéo, mais avec des jeux qui n'étaient pas musicaux. Et l'objectif était d'évaluer l'impact de ces exercices sur l'amélioration de la lecture des enfants. Ce qui ressort de cette étude, dont les résultats vont bientôt être publiés dans une revue scientifique, revue par les pairs, dont on est assez fiers. Ce qui ressort de cette étude, c'est que les enfants qui ont joué aux jeux musicaux ont plus progressé en lecture que les autres. Alors les autres ont progressé parce qu'ils vont à l'école, parce que l'effet placebo, ça existe aussi. Mais les enfants qui ont joué aux jeux thérapeutiques ont progressé en vitesse de lecture, en précision de lecture, et également en conscience phonologique, notamment chez les enfants les plus jeunes et avec les dyslexies les plus sévères. Donc ces résultats sont extrêmement prometteurs. Ils nous ont aussi permis de se dire, à partir de maintenant, on peut vraiment le proposer aux familles, on a vraiment des preuves, on ne va pas leur proposer quelque chose qui ne sera qu'un jeu. C'est un jeu, mais on peut se dire qu'il y a vraiment un impact sur la lecture. Donc, cette étude est donc terminée et on en a une deuxième qui est également contrôlée, randomisée, qui est en cours, et là qui vise à vraiment étudier comment est-ce que Poppins va s'intégrer avec l'orthophonie, puisque l'objectif est d'être un complément. Maintenant, on va étudier vraiment concrètement les apports de cette démarche complémentaire. Et donc, on a des enfants qui vont voir leur orthophoniste une fois par semaine et d'autres enfants qui vont voir leur orthophoniste une semaine sur 2 et qui vont utiliser Poppins. Donc l'objectif n'est pas de voir si Poppins peut remplacer l'orthophoniste, puisque de toute façon, dans les deux cas, il y a l'orthophoniste. Mais l'objectif est de voir si on arrive à avoir au moins les mêmes résultats. Peut-être que quand une place se libère chez l'orthophoniste, on pourrait prendre en charge 2 enfants. Et là, on pourrait éventuellement réduire les listes d'attente, réduire donc les conséquences d'une prise en charge tardive chez les enfants, et donc essayer d'améliorer, de fluidifier un petit peu le parcours de soins. Voilà un petit peu où on en est sur nos recherches. On a des études également qui vont démarrer sur d'autres pathologies, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment centré sur la dyslexie, mais on s'intéresse aux autres troubles 10. Donc, on a d'autres études qui sont prévues, notamment sur le trouble du langage, sur le TDAH. Il y a eu aussi des études qui ont été faites sur le bégaiement. On a beaucoup de choses à faire pour aller explorer un petit peu tous les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. C'est très riche, merci. Moussa, je me tourne vers toi. En ce qui concerne la téléréadaptation cardiaque, tu nous disais que l'article 51 était en fin d'expérimentation, donc ce fameux programme WorldCop. Qu'est-ce que vous avez mesuré exactement durant cette expérimentation, et est-ce que tu
tu as pu déjà observer des tendances en matière d'évaluation et de prise en charge et d'impact de la téléréadaptation cardiaque? Merci pour la question. Je vais vous répondre avec deux visions, c'est-à-dire ce que Boris disait par rapport au fait que les professionnels utilisent l'outil comme quelque chose de vraiment bien pour la communauté. C'est qu'au début, chez nous, c'était quasiment la même chose chez les kinés, où on avait à peu près 50% qui ne voulaient pas, qui voulaient les patients en présentiel. Mais en fin de parcours, ce qui est sûr, nous sommes à 100% de ceux qui s'impliquent pour ça, c'est très important. C'est-à-dire par rapport au... Ça, c'est quelque chose que vous mesurez enfin, comment vous mesurez ça, en fait, l'adoption des professionnels de santé? Au fait, ça, c'est par rapport au centre. Par exemple, les premiers séminaires que nous avons faits, au début, c'était surtout les médecins qui venaient. Mais à la fin, on a vu que tous les professionnels s'y intéressent. Voilà. Là, on est même en train de réfléchir à l'adhésion des cadres. Donc, c'est pour dire qu'on est allé à un autre niveau. Ça, c'est un premier point. Par rapport aux patients spécifiquement, notre évaluation, il est en cours. On sait que l'adhésion des patients, on a pu mesurer ça. On a vu que les patients, ils adhèrent beaucoup à la téléréadaptation cardiaque. Nous sommes en termes d'adhésion par rapport au centre, nous sommes à peu près à 100% dans certains centres par rapport au fait que le médecin prescrit et le patient est fait. Donc, nous sommes à peu près à 100%. Chaque fois que c'est prescrit, c'est fait derrière. Surtout nous, à Corentin, nos chiffres, nous sommes à 100%. Par rapport à est-ce qu'au bout d'un an, le patient continue à faire l'activité physique, nous sommes autour de 87%. C'est-à-dire, on sait que sur 100 patients qu'on va inclure, il y aura plus de 85 patients qui vont continuer. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est un chiffre on s'attendait un peu à ça parce que qu'est-ce qui se passe si le patient il vient en centre? Il est motivé pour faire l'activité en centre. Mais s'il fait de la téléréadaptation cardiaque, il est chez lui. Donc, il adapte son activité physique à son environnement et à ses activités. Donc, nous espérons qu'à terme, il va avoir plus de possibilités de continuer que non. Après, il y a un critère qui était très important pour nous, la sécurité. C'est-à-dire, combien de fois on a appelé les SAMU pour dire que M. X, chez lui, a fait un malaise pendant qu'il faisait l'activité physique parce qu'il est cardiaque. Nous sommes à 0, c'est-à-dire sur l'ensemble des centres. Il n'y a pas eu d'événement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un très bon chiffre pour nous parce que c'est vraiment la réticence auprès des professionnels pour améliorer leur adhésion à la pratique. Et l'autre aspect aussi qu'on a essayé de regarder, c'était la satisfaction des patients qui a été scindée en deux, c'est-à-dire la satisfaction par rapport à l'utilisation de l'application et la satisfaction par rapport à la solution de téléréadaptation. Et côté satisfaction, nous sommes à plus de 95%. Donc, ça veut dire que les patients, ils sont quand même satisfaits de la solution que nous les apportons. Et c'est pareil pour l'application aussi. Et par rapport au fait d'adopter le matériel, nous, on a, avec l'article 51 que nous avons, avec le financement qui est avec Ensuite, Ensuite met à disposition de ceux qui n'ont pas de téléphone adapté pour l'application, des téléphones le temps de leur séjour. Donc, tout est fait pour que ça marche et ça marche vraiment. La téléréadaptation cardiaque a de beaux jours devant elle. Oui. Surtout parce que la téléréadaptation cardiaque avec WACOP, ça concerne que les patients coronariens, c'est-à-dire ceux qui ont fait un problème coronarien. Mais l'objectif, si jamais ça passe dans les droits communs, ce n'est pas que ces patients-là. Nous voulons aller chercher les autres malades, c'est-à-dire ceux qui ont été opérés, mais qui prennent beaucoup de temps en réadaptation classique parce qu'on n'a pas d'autres alternatives à leur proposer. Ça peut être pour diminuer les délais de séjour d'hospitalisation pour ceux qui sont sur place parce qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, ils vont bien, on est sûr.
au lieu d'interrompre les séjours parce qu'il y a d'autres malades qui attendent les places, on peut les basculer en téléréadaptation cardiaque et après, ça va libérer de la place pour les autres pour qu'on puisse les prendre en charge. Parce que quand on regarde les recommandations des sociétés savantes, c'est que eux, ils veulent que, notamment les recommandations de la Société française de cardiologie, ils veulent qu'on aille chercher les malades à risque de faire un événement cardiaque. C'est ça l'idéal, c'est-à-dire les patients qui ont beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire comme quelqu'un qui est hypertendu, diabétique, en surpoids, qui a un antécédent des maladies coronaires dans la famille, qui fume, on se dit très probablement cette personne à un moment donné va faire un événement cardiaque. L'objectif c'est un jour arriver à aller chercher ces gens-là pour leur proposer de la réadaptation cardiaque avant même l'événement. Mais on est très loin de ça. Là, on est vraiment dans la prévention, finalement. C'est un peu comme Boris chez AxoMove. Vous avez aussi cet axe prévention qui est très fort. Et comment vous mesurez également les impacts de ce dispositif de prévention chez les patients souffrant de troubles musculo-squelettiques? Ouais, juste avant de parler de la partie prévention, notamment en entreprise, qui me tient beaucoup à cœur, sur l'aspect évaluation, en fait, on a mené et on mène actuellement plusieurs programmes de recherche. Et on a commencé un peu à l'inverse finalement de Poppins. On a commencé de manière très pragmatique en allant directement sur le terrain, en ayant développé une première version de l'application qu'on a vendue directement soit aux kinésithérapeutes, soit au centre de rééducation. Et c'est par la suite qu'on a été amené à lancer des programmes de recherche pour véritablement mesurer l'impact de notre solution, parce qu'on avait déjà, et merci le Covid, plusieurs dizaines de milliers de patients qui ont bénéficié de notre solution. Finalement, en 6 mois, les 6 premiers mois de 2020, on a eu plus de 10 000 patients qui ont bénéficié de la solution. Et donc, ce qui nous a permis de faire par la suite une première étude rétrospective sur nos propres données pour mesurer des choses, et notamment une chose essentielle qui est l'amélioration d'observance aux exercices. On a montré que AxoMove seul, où je donne des exercices à faire sous format vidéo, versus AxoMove, programme d'exercice avec la surveillance du thérapeute, eh ben, le premier mois, on avait une augmentation de 5 x 5 d'observance aux exercices, le deuxième mois x 6 et le troisième mois x 7. Ça veut dire qu'on a une augmentation très très importante, vraiment significative, sur l'amélioration, sur le critère d'observance, qui est le critère central de prendre son médicament pour le coup. Chemin faisant, on a également mené, l'étude est en cours de finalisation, un RCT, donc une étude randomisée contrôlée, multicentrique, avec 8 centres de rééducation, pour montrer non seulement une amélioration sur l'observance aux exercices, mais également une amélioration fonctionnelle sur une population qui nous intéresse particulièrement, qui est une population de lombalgique. Et donc là, le RCT est en toute fin de course. Là, on a fini l'inclusion des patients. Et c'est cette étude-là qui nous a permis de postuler auprès de la HAS au remboursement. Et donc, AxoMove bénéficie actuellement d'un remboursement anticipé qu'on appelle PECAN pour sa solution de télésurveillance uniquement pour les patients lombalgiques aujourd'hui. On a pour objectif d'abord de passer dans le droit commun dans un peu moins d'1 an, mais également d'étendre ces indications déjà sur le champ musculo-squelettique, donc des pathologies connexes à la lombalgie, pour proposer cette solution et qu'elle soit prise en charge par l'assurance maladie à plus de patients déjà dans ce champ-là. Et par extension, l'idée c'est aussi d'aller chercher d'autres pathologies qui nécessitent d'observer des programmes d'exercice et de l'activité physique. Et je terminerai par l'aspect préventif, puisque dans l'étude randomisée contrôlée, on regarde également la quantité de soins concomitants. On va regarder donc les dépenses de soins de ces patients-là. On va regarder également le taux de réhospitalisation pour voir s'il y a un impact également médico-économique sur la société. Et enfin, on mène également des études avec nos partenaires, nos clients employeurs, pour aller mesurer à la fois une amélioration de la satisfaction et de la qualité de vie au travail des patients. Donc là, c'est plutôt des sondages qui sont envoyés aux salariés et qu'on les exprime que grâce à AxoMove et grâce à l'accompagnement des kinés à distance, j'ai baissé de 80% par exemple mes douleurs musculo-squelettiques. Je serais susceptible de moins être en arrêt de travail demain.
Et on a mené avec un client dans le médico-social, donc une entreprise qui va au domicile des patients. Donc c'est des aides-soignantes, c'est des infirmières qui vont tous les jours au domicile, qui portent des patients, qui font beaucoup de routes et qui sont sujets aux troubles musculo-squelettiques. C'est d'ailleurs le premier secteur touché par les TMS aujourd'hui. Et on a montré qu'avec AxoMove, qu'avec l'accompagnement de nos kinés à distance, on a baissé de 22% le taux d'absentéisme. Donc ça montre aussi aux payeurs, qui est soit l'entreprise, soit l'assureur, eh ben, un impact direct sur ce qu'on appelle la sinistralité. Donc ça aussi, c'est l'objectif d'AxoMove. Là, on parlait de financement, je reviens au financement. Trouver des alternatives au remboursement un peu classique de l'assurance maladie, donc des alternatives au financement via d'autres typologies de payeurs, que ce soit les complémentaires privés ou directement les employeurs. Bravo pour tous ces projets. C'est une belle promesse qui va permettre justement une meilleure efficience des soins. Donc, on a vu aujourd'hui en fait que la télésurveillance, la thérapie numérique, la téléréadaptation cardiaque ou dans d'autres domaines, c'est bien plus que des outils. C'est vraiment un accélérateur de soins et des solutions de prévention. Alors, en mot de conclusion, moi, j'aimerais bien vous poser une question à vous trois, qui est au-delà des solutions technologiques que vous développez tous. Quel est, selon vous, l'ingrédient manquant ou l'ingrédient insuffisant pour que la sauce prenne en termes d'adoption et d'impact du numérique en santé ? En ce qui concerne les troubles 10, les principaux freins, vraiment, pour les familles, sont le parcours de soins. Les parents sont complètement perdus. Il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, il n'y a pas vraiment de référent. On a parlé des orthophonistes, mais ce ne sont pas les seuls professionnels de santé qui entrent en jeu dans la rééducation des troubles 10. Il y a un grand nombre de professionnels de santé, les psychomotriciens, les ergothérapeutes, les neuropsychologues, les pédiatres, etc. Il n'y a pas vraiment de chef d'orchestre, donc les parents sont complètement perdus dans les parcours de soins. Il faudrait vraiment un mode d'emploi, il faudrait vraiment un référent, un accompagnement. Encore une fois, on ne parle pas d'une maladie orpheline, on parle de 6 à 8% de la population. Donc c'est vrai que ça peut être surprenant quand on se retrouve seul face à cette montagne, déjà dans le parcours de soins, dans le parcours administratif aussi. Parce que pour avoir des prises en charge, pour avoir des aménagements à l'école, il faut faire des dossiers extrêmement compliqués auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Et les parents ne sont pas vraiment aidés, donc aussi bien dans le parcours de soins que dans le parcours administratif. Et le dernier point dans lequel c'est aussi compliqué, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi les finances. Parce qu'effectivement, à part l'orthophoniste, tous les autres professionnels de santé qui entrent en jeu dans la rééducation des troubles 10 ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Ça donne lieu à des restes à charge pour les familles qui vont entre 2 et 3 000 euros par an et qu'il faut mettre en regard de la baisse de revenus entraînée par le fait que dans une famille sur deux, la mère aménage son temps de travail. C'est un joli terme pour dire qu'elle travaille moins ou qu'elle travaille plus. Ça veut dire aussi une baisse de revenus pour le foyer. Il y a aussi des vraies problématiques de financement des professionnels de santé et des outils à leur disposition. Donc on parlait tout à l'heure, tu parlais Boris du PECAN, on est aussi chez Popin sur les rangs pour déposer bientôt notre dossier pour demander cette prise en charge anticipée, parce qu'effectivement on pense que ça pourrait aider un grand nombre de familles. Merci. Merci Élodie. Ouais, le mot de la fin, j'en ai déjà un petit peu dit, mais l'enjeu de l'évaluation des financements qui vont un peu ensemble. Si j'évalue mon dispositif et que je montre qu'il est positif, je vais réussir à convaincre l'assurance maladie, l'employeur ou l'assureur privé de payer pour mon dispositif. Donc les deux sont hyper liés. Donc il faut faire des études, il faut montrer que c'est un impact positif pour après aller vendre le dispositif de manière plus facile. Et l'autre enjeu qui est le management du changement et des changements des professionnels de santé dès le cursus universitaire. Il faut intégrer de plus en plus le fait qu'il existe des solutions numériques, que ces solutions numériques, elles sont validées, qu'elles s'intègrent hyper bien dans le parcours de soins, qu'elles ne remplacent pas le professionnel de santé, mais qu'elles viennent en support. Et Moussa, le dernier mot ? Le dernier mot pour moi, ce serait que c'est l'avenir, c'est-à-dire les outils numériques, qu'on le veuille ou pas, c'est l'avenir. Ça, c'est ma vision vraiment personnelle de la chose. Parce que et qu'est-ce qui te manque, Moussa ? Quel est l'ingrédient manquant ? Ce qui manque, c'est le financement. Pour tout le monde, hein, c'est le financement parce qu'on ne peut pas travailler sans financement. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est que ça passe dans le droit commun. Nous, par rapport à la réadaptation cardiaque pour le cas d'espèce, nous, on veut bien que ça passe dans les droits communs. Parce qu'une fois que ça passe dans les droits communs, là, les équipes savent que
c'est quelque chose de remboursé, comme même quelqu'un qui est là, qui n'est pas là. Donc du coup, en tant que médecin, on n'aime pas trop quand on soigne réfléchir à qui paye. Ce que nous, on préfère, c'est que ça passe dans les droits communs. Et en ce moment, nous, on ne va pas trop réfléchir, on va s'occuper de nos patients et on va proposer cette solution à nos patients. Et le gros problème que nous avons rencontré avec ce projet de télé-réadaptation cardiaque, c'est le problème d'adressage. C'est-à-dire, il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas au courant que c'est une solution envisageable. Et s'ils sont au courant, ils sont réticents. C'est-à-dire, mais ça, je pense que si ça passe dans les droits communs, il n'y aura plus ça, parce que c'est les autorités qui vont dire, allez-y, ça fait partie d'une pratique comme toutes les autres pratiques, et le professionnel de santé, en ce moment, se sentira en sécurité de nous adresser les patients, et là, les choses vont aller de mieux en mieux. Moi, j'espère vraiment le passage en droit commun. Eh ben, on croise tous les doigts. Merci beaucoup, merci à vous trois, merci infiniment pour vos implications respectives et pour les projets que vous portez. Et très bonne journée à tous, merci beaucoup.